Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le hip-hop est une culture qui regorge d'histoires hors normes. Il y a aussi bien des tragédies que des success stories. Et parmi les success stories, celle de Shyne est probablement l'une des plus surprenantes et les plus inspirantes qui m'a été donnée de voir dans cette culture. Car si la rédemption était une personne, Moses Michael Levy alias Shyne l'incarnerait à la perfection. De star du rap à prisonnier à aujourd'hui politicien en passant par la case de religieux, Shyne a vécu plusieurs vies en l'espace de 20 ans. Et dans cette vidéo, je vais revenir sur ces différentes phases car je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et que Shyne a un parcours extrêmement inspirant. Je pense que pour beaucoup, c'est le meilleur moyen de ne pas perdre le Nord. VPN. Alors merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Alors déjà, comme Booba le dit, cette phrase ce serait celle d'un pirate, sans mauvais jeu de mots, qui voudrait te voler tes informations. En effet, si tu as l'habitude de te connecter à des Wi-Fi publics genre McDo et que tu réalises des paiements avec ta carte, tu t'exposes à des pirates qui peuvent te voler tes données bancaires. Mais grâce à NordVPN, tu peux chiffrer tes données jusqu'à ton adresse IP afin de te protéger de ces pirates. Et comme le dit Biggie cette fois-ci, ouais, le tour du monde, mais sur ton ordi. C'est déjà pas mal. En effet, NordVPN te permet de regarder des vidéos dans le monde entier sans aucune restriction. Ce qui veut dire que tu as accès au catalogue de Netflix partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Inde ou encore au Japon. Pour les fêtes, obtiens moins 73% de réduction, plus un mois gratuit sur ton abonnement de 2 ans avec le code MAJOR. Le lien se trouve dans la description. Cette fois-ci, tu n'as pas besoin de rentrer de code promotion, donc ça va encore plus vite. Donc je te laisse en profiter. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. L'histoire commence à New York dans l'ère post-Biggie. La guerre East Coast-West Coast est terminée et les esprits sont plus apaisés. En dehors de la tragédie Biggie-Tupac, cette période a été un moment clé dans la démocratisation de ce genre musical. Non seulement ce style de musique n'est plus seulement vu comme une mode, mais en plus de ça, le monde constate que de nombreux rappeurs font fortune dans le rap. Beaucoup de jeunes rappeurs veulent faire carrière dans cette musique. Parmi eux, un certain Jamal Burrow, alias Shyne, un jeune noir de Brooklyn avec une ambition débordante. Originaire de Belize, un petit pays d'Amérique centrale se situant à côté du Mexique et du Guatemala, Jamal arrive aux États-Unis à l'âge de 3 ans et grandit dans le quartier de East Flatbush, l'un des quartiers les plus pauvres et les plus violents du district à cette époque. Alors je dis à cette époque parce que je sais pas si aujourd'hui c'est encore aussi street étant donné qu'il y a une grosse gentrification à Brooklyn. Là-bas, sa mère l'élève seule, parfois dans des conditions assez difficiles. Bien qu'il grandit dans ces circonstances, Jamal n'est pas le garçon défavorisé qu'on a l'habitude de présenter sur cette chaîne. Si sa mère fait partie de la classe ouvrière et se bat tant bien que mal pour l'élever, son père, lui, est un homme politique dans son pays d'origine, Belize. De ce fait, Jamal aura conscience très tôt des écarts entre les différentes classes sociales, ce qui façonnera sa manière de penser. À seulement 18 ans, Jamal a déjà un parcours bien rempli dans la rue. Et sa mère s'inquiète régulièrement de l'avenir de son fils qui peut finir soit entre 4 murs ou alors entre 4 planches. Voyant les tourments qu'il causait à sa mère, Jamal prend la décision d'essayer de sortir de la rue. Et surtout, il décide de poursuivre son rêve, devenir rappeur. Comme beaucoup de jeunes de Brooklyn, Jamal a grandi et baigne dans la culture hip-hop avec entre autres Nas, Rakim, Kool G Rap ou pour faire plus local, Big Daddy Kane, Jay-Z ou encore Biggie. Voyant leur success story et l'argent qu'ils amassaient, Jamal se voyait suivre la même trajectoire que ses modèles. Et pour ça, il lui faut un job, donc pour générer un peu de cash et pour essayer de rencontrer un petit peu de monde. Et c'est ainsi qu'il devient livreur à Manhattan. Ce job lui permet de connaître l'adresse de tous les labels, radios et magazines. You know, I used to chase down the street team vans on my bike while I'm delivering messages to go rap for them. They used to have to throw me out of Def Jam and throw me out of loud music in Sony building because when I go to the mailroom to deliver the messages, you also sending I be them trying CDs, to rap. handing out them CDs. D'ailleurs, il n'était pas rare qu'il tente de rapper juste après avoir livré un colis, ce qui lui valait d'être accompagné gentiment vers la sortie par la sécurité. D'ailleurs, ça me rappelle des anecdotes à New York. Lorsque tu te balades dans les rues de Times Square ou même de Brooklyn ou ailleurs, tu sens vraiment que le hip-hop fait partie de la culture locale. Il est pas rare de te balader dans la rue et de te faire arrêter par
par quelqu'un qui va rapper pour toi et te demander un tips derrière. Ou alors il peut te demander d'acheter son CD. C'est quelque chose que tu verras uniquement aux États-Unis. Alors peut-être ailleurs, hein, mais en tout cas, c'est là-bas que ça a commencé. Et Shyne faisait partie de ces hustlers qui essayaient de se faire connaître de cette manière. Un jour après une énième performance dans son salon de coiffure, il fait la rencontre de quelqu'un d'assez important dans la culture. C'est un gars connecté dans l'industrie de la musique qui prend une véritable gifle à l'écoute de sa performance. En plus de savoir rapper, Shyne possède un atout particulier. Il a un timbre de voix assez similaire à la défunte légende Biggie Smalls. You know me, I don't need no introduction in this. Big gun, big tip, $500,000 on the wrist. Sitting in my Continental, thinking about potential connects. I live it all, just pencil the best. Et donc ce gars de l'industrie qui écoute Shyne rapper se dit tiens, il faut absolument que je te présente à des gens. Et c'est ainsi que ce gars va le présenter à une autre personnalité importante de l'industrie de la musique pour qui il va rapper, et ce dernier va se prendre aussi une baffe. Il va ensuite le présenter à une autre personnalité importante de la musique qui va lui aussi se prendre une baffe, qui ensuite lui-même va présenter à une autre personnalité importante de la musique qui va lui aussi se prendre une baffe, et ainsi de suite, jusqu'à tomber sur l'un des producteurs les plus importants de cette époque-là, Puff Daddy. Bien qu'il venait tout juste de perdre son plus grand artiste, Puff restait l'un des producteurs les plus en vue des États-Unis. En plus de Bad Boy Records, son label qui comptait dans ses rangs des stars comme Mary J. Blige, Maze ou encore 112, Puff Daddy avait une carrière solo qui avait décollé juste après la mort de Biggie. Shyne raconte avoir fait la rencontre de Puff Daddy à la soirée de Noël de Sony. Et là-bas, il rappe pour lui. Le grand producteur n'est pas impressionné et aussi, il ne trouve pas qu'il a une voix similaire à Biggie. En même temps, c'est normal, il a passé énormément de temps avec le rappeur, donc il a eu le temps de vraiment entendre sa voix et de discerner quelle voix ressemble vraiment à celle de Biggie. Donc il ne trouve pas que Shyne sonne comme Biggie, mais en tout cas, il trouve qu'il a un gros potentiel. Et donc Puff se dit qu'il peut le prendre sous son aile et l'apprendre à faire des hits. Et en dehors de Puff, Shyne a commencé à faire parler un petit peu partout de lui dans l'industrie, et il a fait monter les enchères entre Bad Boy Records, Interscope, Def Jam, bref, tout le monde voulait signer ce jeune rappeur de Brooklyn à la voix entre guillemets similaire à celle de Biggie. Finalement, il choisit de signer chez Bad Boy Records de Puff Daddy, car il savait qu'auprès de lui, non seulement il avait moyen de devenir une superstar de la musique, parce que comme je te l'ai dit, Puff avait vraiment l'infrastructure, la machine pour faire passer un artiste en développement en superstar, mais en plus de ça, au contact de Puff, il allait apprendre à devenir un véritable entrepreneur. Chose qui serait compliquée par exemple avec Jimmy Iovine, qui lui allait vraiment te mettre dans la case artiste. C'est donc en 98 que Shyne signe son deal avec Bad Boy. Il prend une avance à 7 chiffres, une maison et 2 voitures. Sa vie change du tout au tout. C'est donc au revoir les colis, bonjour les yébis. Lors de la première année de sa signature chez Bad Boy, Shyne vit un rêve éveillé. Il se met à rouler dans des voitures de luxe, il porte des bijoux au cou et aux poignets, et tous les week-ends, il dégoupille des bouteilles de cristal dans les clubs les plus prisés de New York. Si on devait résumer l'année 98 de Shyne, ce serait la kiffance. C'est la kiffance, c'est la kiffance. C'est d'ailleurs un véritable problème pour les jeunes artistes qui ont reçu une avance et qui n'ont pas encore sorti de hit. Normalement, ils devraient rester en studio, enregistrer jusqu'à avoir leur premier hit. Mais non, ils voient l'avance arriver et ils se disent « Ok, j'ai réussi, je peux dépenser mon argent, kiffer, etc. » Mais le problème, c'est que cette avance généreuse n'est pas sans fin. Et si ces rappeurs ne font pas leurs preuves, eh ben, c'est retour à la case départ. Avec l'argent arrivé rapidement, Shyne, du haut de ses 20 ans, commence à prendre la grosse tête. Il commence à se croire au niveau de Diddy à plusieurs égards. Il essaye de gérer ses meuf, il pense avoir la même popularité que lui, bref, il part complètement en sucette. Même si aujourd'hui il refuse de révéler l'identité de la copine de Diddy qu'il a essayé de draguer, on sait globalement que Shyne était connu comme étant un player de choix. Parmi ses conquêtes les plus connues, il y avait notamment une rappeuse, alors je pense que c'est Foxy Brown, ok, parce qu'elle passait beaucoup de temps avec lui, elle a fait même un son avec lui sur son second album, et une chanteuse d'R&B qui jusqu'à aujourd'hui apparemment est populaire, a vendu des millions d'albums, a fait des
films, etc. Et cette star-là, personne la connaît, il a jamais révélé le nom. Et c'est d'ailleurs ces deux dernières qui vont le ramener à la réalité. En effet, après une chamaillerie qu'il aurait eue avec cette rappeuse et cette chanteuse, elle lui aurait dit pratiquement la même chose. Alors il a rapporté les propos de la chanteuse d'R&B et les voici. C'est mignon tes petites voitures, ton appartement et tes bijoux, mais pour l'instant t'as vendu 0 disque, ok? Moi j'en suis déjà à plus de 10 millions, donc arrête de faire le mec. En gros c'est ça. Ces phrases vont avoir l'effet d'un coup de marteau sur son ego et vont le ramener à la réalité. Après ces quelques paroles, Shyne décide de réellement se remettre en question. Il se rend compte qu'il n'a encore rien accompli et s'il ne fait pas quelque chose rapidement, il va devenir un énième pétard mouillé. De plus, il se rappelle qu'il avait choisi Puff Daddy plutôt que Def Jam ou Interscope parce qu'il voulait apprendre de lui car le boss de Bad Boy Records était déjà un grand entrepreneur qui valait déjà à ce moment-là quelque chose comme 40 millions de dollars. Donc un jeune noir qui vaut 40 millions de dollars, surtout à cette période-là aux États-Unis, c'était quelque chose d'impressionnant, d'assez rare. Et donc Shyne s'est dit non, il faut que je me reconcentre sur mes objectifs. Et donc l'année suivante, en 99, Shyne opère une transformation radicale. Il calme la bringue, il passe le plus clair de son temps en studio à enregistrer et lorsqu'il est de sortie avec Puff, il reste dans son ombre, il joue le rôle de l'assistant quitte à porter ses sacs. Cette attitude va le conduire à son premier succès. Mais malheureusement, la même année, un événement va faire basculer complètement la vie de Shyne. Puff Daddy, à cette époque-là, est déjà connu comme étant le roi de la fête. Il avait pour habitude d'organiser des soirées qui ont marqué les années 90. On se rappelle d'ailleurs de ces fameuses soirées white où tout le monde était habillé en blanc. Et les Hamptons faisaient partie de ses spots préférés. Un jour, alors qu'il s'y retrouve avec Shyne, il décide de dispenser le rappeur de toute sortie dans ce coin huppé de New York. Pendant que lui va aller faire la fête, Shyne doit rester en studio, enregistrer pour pondre son premier hit. Et donc, en studio, Puff lui joue plusieurs instrus. Et parmi les instrus qu'il joue, il y en a un avec un sample de Grace Jones qui attire tout particulièrement l'attention de Puff. À l'écoute de l'instru, Puff sait que ça peut devenir un hit. C'est un génie de la musique, il le sait direct. Et il aura également l'idée d'y ajouter le chanteur de reggae Barrington Levy au refrain. Puff lui dit clairement, si tu es en mesure de délivrer une vraie prestation sur cet instru, ce sera ton premier hit. Et donc Shyne écrit ses couplets, en plus de celui de Puff, qui devait figurer sur le morceau, et il baptise sobrement ce morceau Bad Boys. Puff avait beau être un génie de la musique, être multimillionnaire, il n'empêche qu'il se traînait toujours quelques ennemis dans la rue. Dans ce cas précis, il s'agit de Scar, qui s'avérait être un réel problème pour Bad Boy Records. Tout d'abord, qui est Scar? C'est un jeune de Brooklyn qui tient son nom du film Scarface. Lui et son crew se sont fait connaître pour leurs crimes dans tout New York dans les années 90. Et le 27 décembre 1999, alors que Puff, son garde du corps Wolf, Shyne et Jennifer Lopez, la nouvelle copine de Puff à ce moment-là, sont de sortie dans l'un des clubs les plus huppés de Manhattan nommé le Club New York, Scar se trouve au même endroit avec son équipe. Alors ce qui a été rapporté de cette affaire, c'est que Diddy aurait bousculé par inadvertance Scar. Ce qui aurait mis Scar dans une colère noire. Comme tu t'en doutes, c'était quelqu'un de très nerveux. Les deux commencent à s'embrouiller et Shyne, qui était dans l'ombre de Puff, observe attentivement ce qui est en train de se passer. Et les choses escaladent tout doucement et Scar en vient même jusqu'à menacer de tuer Puff. Shyne connaissait personnellement ce thug de Brooklyn. En fait, ils se connaissaient très bien étant donné qu'ils viennent du même quartier. Le respect était mutuel, mais Shyne savait une chose sur cet individu, c'est un assassin. Donc lorsqu'il te dit qu'il va te tuer, c'est très sérieux. Procure-toi un gun, comme dirait un célèbre lyriciste du Queensbridge. À un moment donné, l'un des gars de Scar perd patience. Il prend une liasse de billets et gifle Diddy avec. Une manière de dire, nous aussi on a de l'argent. Et dans le même temps, Shyne voit que l'un des gars de Scar est sur le point de défourailler. Donc les choses vont complètement partir en sucette dans quelques instants. Donc le rappeur comprend qu'ils sont en danger de mort et donc Shyne sort son gun le premier et tire sur l'équipe de Scar et son équipe. Donc la fusillade éclate en plein milieu de la boîte, les gens partent dans tous les sens, Puff et G-Lo prennent la fuite et se réfugient dans leur voiture. Peu de temps plus tard, la police arrive. Donc les personnes sur place se font arrêter, ce qui marque le début de la descente aux enfers de Shyne. Bien que le procès soit connu comme celui de Puff Daddy, étant donné que c'est la personnalité publique la plus connue de ce fait divers, Shyne n'en reste pas moins aussi touché. Tous deux risquent la prison ferme et dans le cas de Shyne, il encourt jusqu'à 25 ans de prison. Toute l'année 2000 sera marquée par ce procès pour Puff et afin de
garantir toutes ses chances de s'en sortir, il s'éloignera petit à petit de son protégé qui avait pourtant tout risqué pour les défendre. Le titre Bad Boys était toujours prévu, il avait toujours le potentiel d'un hit, ça n'avait pas bougé, mais sans le couplet de Puff. Lorsque le single sort, le rappeur fait le tour de toutes les radios, dont Hot 97, la radio légendaire de New York. Là-bas, DJ Funkmaster Flex, la personnalité emblématique de la station, connue pour faire breaker en premier les hits, joue le morceau en exclusivité plusieurs fois, tout en jetant des bombes frénétiquement dessus, tout en criant « Explosif !» Il avait jeté tellement de bombes sur la track qu'on aurait cru que New York était attaqué sous les bombes. Mais c'était le morceau qui était de la bombe. Tout le monde était intrigué par ce nouvel artiste de Puff qui avait la même voix que Biggie. Au vu du succès du morceau, Shyne fait tout son possible pour aller en Jamaïque pour tourner le clip. Parce qu'au vu de l'ambiance de la track, notamment du refrain, ils étaient obligés d'aller en Jamaïque, histoire de vraiment nous mettre dans le mood. Et donc, malgré le procès, il réussit à le faire. Et ça a donné ça comme clip. What type of nigga slang and bang in the streets? Bad boy. What type of nigga stay in the trunk for weeks? Bad boy. Bad Boys deviendra l'un des plus gros hits rap de l'année 2000 et il préparera le terrain à son premier album, intitulé Shyne, un titre éponyme comme on dit, qui se placera à la 5e position du top album et se vendra à plus d'1 million de copies. Ce qui est pas mal pour un artiste qui a été lâché par son DA. Bien qu'il connaît un véritable succès avec la musique, Shyne n'est toujours pas blanchi des 11 chefs d'inculpation dont il est accusé. Ayant conscience de ce qui peut arriver, il enregistre un maximum de sons au cas où il devrait aller en prison. Il risque quand même jusqu'à 25 ans de prison ferme. Et malheureusement, il aura eu raison d'enregistrer un maximum de chansons. Et voilà comment les choses vont réellement mal tourner. Ce sera pendant le procès. Afin de prouver son innocence, Puff Daddy et son armée d'avocats vont faire appel à un témoin qui va complètement innocenter Puff, parce que dans cette affaire-là, Puff est accusé d'avoir lui aussi tiré sur Scar et son équipe pendant la fusillade. Et donc Puff a fait appel à un témoin, justement, qui va l'innocenter, lui, et dans le même temps qui va enfoncer son camarade. Le témoin en question est une physionomiste du club New York qui était présente lors de la fusillade. Elle explique être tombée sur Puff pendant la fusillade et que ce dernier n'était pas armé. Elle affirmera également que Shyne a été le premier à tirer. Un témoignage qui sera décisif pour Shyne. Like, how do you call a witness to testify against your comrade? Et en juin 2001, le verdict tombe. Puff Daddy est déclaré non coupable des charges qui lui sont reprochées. Shyne, lui, est déclaré coupable de 10 chefs d'inculpation sur 11, donc tout sauf préméditation de meurtre. Il écope donc de 10 ans de prison ferme. Can I ask you about being incarcerated? How would you describe the reality for those who might think they know what it's like? Oh no, this thing is for real. Like, you know, this thing is serious. You know, this is life or death. You dying here. Mm-hmm. You could die in here. I'm not forgetting about Sean. My prayers go out to him. Any support that is needed. You know, we here at Bad Boy, we still here for him. I did not force anybody or tell anybody to say anything that would damage or hurt Shyne's case. C'est depuis Clinton, la maison correctionnelle dans l'état de New York, que Shyne va purger une partie de sa peine. Bien que son ascension ait été ralentie à cause du placard, Shyne n'a cependant pas dit son dernier mot avec le rap. En effet, il réussit à se libérer de son contrat avec Bad Boy Records et signe chez Def Jam pour un contrat de plusieurs millions de dollars. Et sort en 2004 son second album, Godfather Buried Alive. Being here is like being dead, because you got people that ain't going home ever. So their life is over. That's why I say buried alive. Il bénéficie d'ailleurs d'une promotion exceptionnelle pour un artiste en prison. Il fait la cover de plusieurs grands magazines de rap de l'époque, XXL, Vibe. Il donnera d'ailleurs une interview depuis la prison qui fera beaucoup parler. De mon côté, je découvre vraiment Shyne à partir de là. J'avais 13 ans et je me rappelle que dans les magazines français, on parlait de ce rappeur qui avait la même voix que Biggie, qui était en prison et j'étais fasciné d'ailleurs par lui. Et les premiers singles que j'ai entendus de lui en dehors de Bad Boys, qui étaient très connus, c'était Diamonds and Mac Tense et More or Less, featuring Foxy Brown. D'ailleurs, en faisant mes recherches pour la vidéo, je me suis rendu compte que ce morceau a été produit par Kanye West. Donc je comprends pourquoi j'aime beaucoup aussi la production. Et donc ces deux morceaux sont extraits de son second projet. Et donc dans ces morceaux-là, il lui arrive de parler de ce qu'il ressent, de son état d'esprit au moment du procès. I was doomed, repeating the Lord's prayer, sitting in this courtroom. I'm cursed.
Godfather Buried Alive débute à la 3e place du top 200 albums avec plus de 158 000 copies vendues la première semaine. Ce qui fait de Shyne le second rappeur après Tupac à avoir un album dans le top 10 en étant incarcéré. En plus d'avoir repris en main sa carrière dans la musique, Shyne utilise son temps en prison pour lire, s'instruire. Parmi les livres qui vont profondément le changer, il y a la Torah et le Talmud, les livres religieux des Juifs que Shyne étudiera avec grand intérêt avant de lui-même devenir juif orthodoxe. Alors, contrairement à ce que l'on peut croire, Shyne ne s'est pas réellement converti au judaïsme, car le judaïsme fait partie de son héritage familial. C'est sa religion, même s'il pratiquait moins. Contrary to what some media reports that I never converted. You know, my father's side of the family are Jews from Portugal. They went from, Portugal to Jamaica and then to Belize. They're Sephardic? Yeah. Okay. Le changement opère de l'intérieur et se voit de l'extérieur, car Shyne adoptera la tenue traditionnelle des juifs orthodoxes, allant de la coiffure avec les papillotes au costume avec le chapeau. Et aussi, il change de nom. Il ne s'appelle plus Jamal Michael Barrow, mais plutôt Moses Michael Levy. Moses, ça veut dire Moïse, et Moïse, c'est un personnage central dans la religion juive, chrétienne et musulmane. Changement qui détonne autant qu'il étonne la communauté hip-hop. Being a Jew, means representing the highest level of morals and the highest level of values and the highest level of principles. Et justement, c'est drôle parce qu'à cette période-là, il y a ce que les gens appellent la malédiction de Bad Boy ou de Puff Daddy. Beaucoup d'artistes signés chez lui finissent soit morts, soit en prison, ou alors ils deviennent complètement religieux parce qu'ils auraient vu des trucs de ouf. Je pense notamment à Loon qui est devenu musulman très pratiquant, Shyne qui est devenu juif et Craig Mack qui est devenu pasteur, ok? Biggie qui est bien sûr mort, et si je creuse bien, il y a sûrement un ou deux autres artistes qui ont très mal fini. Donc il existe cette malédiction autour des artistes de Puff et je pense que ça a découragé beaucoup de gens de signer chez lui. Bref, c'était la petite parenthèse. Alors comme je l'ai dit, Shyne ne pratiquait pas vraiment, mais il était spirituel. Et par exemple, lors du tournage de Bad Boys en Jamaïque, il a jeûné. Et ça en vue du procès. Donc c'est pour te dire qu'il a toujours eu cette conscience-là en lui. Et donc, après 9 ans passés derrière les barreaux, Shyne est relâché en liberté conditionnelle et se voit expulsé des États-Unis vers Belize, son pays d'origine. Et ça, c'est dû parce qu'il n'avait pas la nationalité américaine. Donc il est expulsé. De retour à Belize, le rappeur est accueilli comme un héros national et reconnecte avec sa famille, dont son père politicien. Et lors de sa première conférence de presse, il annonce la couleur. Il regrette ses erreurs et il souhaite devenir un exemple pour les jeunes de Belize. Il entamera un voyage en Israël pour étudier la Torah et techniquement devenir juif, et aussi pour devenir un représentant de la communauté juive dans le monde. During the past few months, Levy has been learning Torah and reaching out to Jewish young boys and girls who need support and strength. Now Shyne is preparing his new musical project, and he met Deputy Foreign Minister Danny Ayalon to see how he could help the State of Israel as a non-official or even official diplomat. Et c'est donc dans cette période qu'il adoptera la tenue traditionnelle juive et la coupe. Bien qu'il soit devenu religieux, Shyne ne cache pas ses ambitions. Il veut tout de même bâtir un empire dans l'entertainment. Et dans cette période-là, on est entre 2009 et 2010, sa carrière est assez décousue. Il sort des singles ici et là, un morceau qui s'appelle Messia, un autre morceau qui s'appelle King David. Mais selon moi, ce qui marque cette période, c'est le nombre de bifs qu'il se traîne avec lui. Alors Shyne, c'est un artiste qui a eu de nombreux bifs. D'ailleurs, même dans son second album, Godfather Buried Alive, il s'attaque à 50 Cent depuis la prison. Il avait enregistré tout l'album et en fait, il a rappé le dernier morceau au téléphone pour clasher 50 Cent. Donc, je pense que c'était aussi un moyen pour lui de se faire de la promotion. Mais en même temps, il explique que 50 Cent avait essayé de le signer pendant qu'il était en prison. Et je crois que le fait qu'il ait fait une collaboration avec Ashanti et donc Murder Inc. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Murder Inc. voulait le signer aussi. Ça a créé cette tension entre les deux artistes. Donc, il l'a clashé. Et en sortant de prison, il a eu un bif avec Rick Ross, qu'il considère être une escroquerie. Diddy, bien sûr, qu'il n'a toujours pas pardonné. D'ailleurs, fait important, Puff Daddy devient P. Diddy à partir de la fin du procès lorsqu'il a été déclaré non coupable, histoire de partir sur de bonnes bases en quelque sorte. Il y a aussi The Game, le rappeur de la West Coast l'attaque après qu'il ait critiqué Kendrick Lamar. Et en attaquant toutes ces personnes-là, Shyne joue sur l'authenticité, tu vois. Lui, c'est un vrai gangster, il a un vrai vécu. Et tous ces gens-là sont soit des élèves qu'il a eu dans le passé. Il explique que The Game écoutait attentivement ses tapes, mais aujourd'hui, il s'est retourné contre
contre lui, Rick Ross pareil. Mais globalement, de mon ressenti, je dirais qu'il a l'impression de s'être fait voler son histoire et que les personnes qui ont volé son histoire ont fait des millions de dollars et pas lui. Et donc il s'attaque à toutes ces personnes en disant « Rendez-moi mon histoire, j'ai vraiment vécu la rue, j'ai vraiment vécu la prison, c'est quelque chose de sérieux. » Et quand il voit tous ces gens-là vendre un style de vie qu'ils n'ont jamais vécu, eh ben ça l'énerve. Et en dehors de ces quelques singles, il fait quelques featuring intéressants. Il apparaît notamment sur le morceau All My Life de DJ Khaled avec Akon et Mavado, l'outro de Lil Wayne dans Carter 4 avec Bun B, Nas et Busta Rhymes en featuring. Et par la suite, lorsque Game va se réconcilier avec lui, il fera un featuring avec lui et Pharrell sur le morceau They Don't Want None. Malheureusement pour lui, son retour dans la musique est assez désastreux. Personne comprend son univers mi-juif, mi-gangster. Et lyricalement parlant, pour avoir écouté, ça vole pas très haut. En tout cas pour moi. Les grands médias n'y vont d'ailleurs pas de main morte. Notamment lorsque P. Diddy était de passage au Breakfast Club. Shine, you gotta chill all the way out, B. You've been home for 6 months and you haven't dropped one hot record yet. The material you're dropping isn't even aight, it's terrible. Et Shine, de son côté, mettra d'ailleurs plusieurs années avant de sortir son 3e album, Gangland, qui sortira finalement en 2016 et passera inaperçu des grands médias US. Et petit à petit, Shine se perd de nos radars et tombe dans l'oubli des fans de hip-hop. Brother, my brother, what is up? How are you? I'm good. Good to see you, my brother. Brother Love. Man, I had to call you because just to tell you how proud I am of you. Thank you. Like, you know, you're the leader of the opposition of Belize. Mais récemment, il a réapparu des radars et sous un nouveau visage. Aujourd'hui, Moses Michael Levy est devenu un homme politique important de Belize, son pays d'origine. Il est devenu leader de l'opposition, le parti conservateur de Belize. Il est actuellement en campagne pour devenir le premier ministre de Belize. Moses dit n'avoir qu'un seul désir, celui d'améliorer la condition de son peuple. Il a récemment refait surface dans les médias hip-hop US pour parler de sa campagne et aller à la rencontre des ressortissants de Belize aux États-Unis. Parmi les personnalités que Shine rencontre, il y a Diddy, avec qui il s'est réconcilié. Diddy lui a demandé pardon, ils se sont réconciliés et maintenant ils sont amis. Aujourd'hui, Shine n'est plus aussi religieux qu'avant. Il se dit spirituel et continue à fêter les fêtes juives. Mais la chose la plus importante pour lui, c'est l'avenir de Belize. Et donc, il va peut-être devenir président. Ce qui va potentiellement faire de lui le tout premier rappeur devenu président. Pas mal. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas de liker et partager un maximum cette vidéo. Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Shine? Est-ce que tu l'aurais défendu dans la boîte de nuit? Est-ce que tu l'aurais, je sais pas moi, balancé pendant le procès? Dis-moi tout. Dans tous les cas, je veux avoir ton avis dans les commentaires. Et n'oublie pas, le site Iconic est sorti. On propose du contenu exclusif. Là, on a déjà sorti 3 gros LSD. On va sortir 2 autres vidéos la semaine prochaine. Donc, reste bien connecté. Et n'oublie pas de prendre ton abonnement chez NordVPN. Le lien se trouve en description également. Donc sur ce, je te dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!